Le titre qui a été donné pour cette conférence est donc de l'inégalité en Europe. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ce titre, dans le sens où on nous explique beaucoup que l'Europe, finalement, dans la mondialisation, est un espace relativement préservé, un espace d'égalité. Et je voudrais, dans cette conférence, partir de là, mais très rapidement, je voudrais, dans un deuxième temps, surtout en arriver aux limites de ce constat et à toutes les fragilités du modèle social européen, du modèle égalitaire européen. Et dans un troisième temps, je voudrais surtout ouvrir sur la question de comment faire de l'Europe un espace d'égalité, parce que je pense que c'est vraiment d'abord la question de la démocratisation de l'Europe, la réforme des institutions politiques de l'Europe, qui peut lui permettre de mener des politiques pour plus d'égalité et qui peut lui permettre d'être autre chose que cet espace de libre concurrence, de libre circulation. Et l'Europe est d'une certaine façon, est à la fois une matrice d'un espace égalitaire qui a relativement réussi et en même temps une matrice de tout ce qui ne va pas dans la mondialisation et de cette façon dont on a voulu créer pour le dire vite, un libre marché sans régulation sociale, fiscale, environnementale adéquate. Donc je commence par le premier point qui est cette question de la réalité de cet espace d'égalité que serait l'Europe dans la mondialisation. Si on compare les différentes grandes régions du monde et qu'on regarde un indicateur très simple d'inégalité qui est quelle est la part du revenu national qui va aux 10% les plus aisés dans un pays. En Europe, on était plutôt à 30%, on est maintenant plutôt à 35-40%, donc une augmentation sensible. Mais les États-Unis, qui étaient eux à peu près au même niveau au point de départ, sont aujourd'hui à 50%. On a les pays ex-communistes, Russie et Chine, qui étaient encore plus égalitaires au début de la période, 20-25% du revenu total pour les 10% les plus élevés, et on a eu une explosion des inégalités, notamment en Russie, qui est devenue extraordinairement inégalitaire. La région la plus inégalitaire du monde, ça paraît clairement être le Moyen-Orient, où on dépasse 70% du revenu total pour les 10% des revenus les plus élevés. Donc on a une situation d'inégalité dans certaines parties du monde. De façon générale, on a des situations d'inégalité qui sont incontestablement beaucoup plus fortes qu'en Europe. Le Brésil va être juste après le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud également, avec environ 60% du revenu total pour les 10% des revenus les plus élevés. Donc l'Europe, avec entre 35 et 40%, apparaît relativement préservée. Même quand on inclut l'Europe de l'Est avec l'Europe de l'Ouest, donc on prend bien toute l'Europe, la grande Europe, évidemment ça augmente un peu les inégalités totales, mais c'est pas vrai, contrairement à ce qui a été parfois dit, que si on prend l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest ensemble, on arrive à des niveaux d'inégalité comparables ou supérieurs à ceux des États-Unis. Ce point positif étant posé, il y aurait des milliards d'autres choses à dire sur les différentes dimensions du modèle social européen qui a permis et qui permet cette situation. Il faut arrêter immédiatement de se satisfaire et passer maintenant à la question des limites, des fragilités de ce modèle. Alors, ce que peuvent voir tous les Européens depuis 20, 30, 40 ans, c'est qu'on a une déformation, une dérive inégalitaire, dans le sens où, en Europe comme ailleurs, même si c'est un peu moins qu'ailleurs, on a eu une augmentation des plus hauts revenus, des plus hauts patrimoines, qui est structurellement plus forte que la croissance moyenne, dans une période où on a, par rapport aux 30 Glorieuses, un ralentissement de la croissance très forte, un vieillissement de la population qui fait qu'on augmente structurellement les dépenses de retraite, de santé, ce qui reste en salaire, en croissance de salaire, est quasi nul pour ceux qui ont un emploi et pour ceux qui n'ont pas eu à faire face à des augmentations, par exemple, des prix de l'immobilier tout à fait considérables, et dans beaucoup de cas supérieurs au salaire reçu. Donc on a une réalité inégalitaire que tout le monde peut percevoir, et de la même façon, il n'y a pas besoin d'être féru de statistiques pour constater que les plus hauts patrimoines se portent très bien. Toute personne ouvrant un magazine entend parler de classements de fortune qui progressent à des rythmes de 6, 8, 10% par an, ce qui évidemment n'est pas le rythme de progression des salaires. D'abord, la réduction
des inégalités en Europe, c'est pas quelque chose qui s'est fait d'une façon mûrie, réfléchie, à la suite d'un processus politique, démocratique, très préparé, extrêmement solide. Ça s'est fait de façon chaotique, à la suite d'un processus historique par bien des côtés dramatiques. Et je pense qu'une partie des fragilités du modèle européen vient de là. C'est-à-dire on n'a pas forcément pensé vraiment jusqu'au bout les conditions d'une société durablement égalitaire. L'Union européenne, ça représente pour moi une sorte d'internationalisme inachevé, c'est-à-dire c'est une tentative de dépassement de l'État-nation qui est une des plus réussies d'une certaine façon sur la planète, dans l'histoire, mais ça reste extrêmement inachevé parce que d'une certaine façon l'Europe s'est construite dans les années 50-60 d'abord comme un grand marché facilitant sur un espace de plus en plus grand la libre circulation des personnes, des biens, des services, mais sans véritable politique commune en termes de solidarité, de taxation, d'éducation, d'environnement. Je veux dire aussi que l'Europe a une grande responsabilité dans une certaine forme de dérive inégalitaire de la mondialisation, parce que c'est l'Europe qui s'est lancée la première avec le plus d'enthousiasme, si je puis dire, dans la course-poursuite vers le bas sur notamment les taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés. Ce sont les Européens, depuis le début des années 90, qui petit à petit ont abaissé le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés était historiquement, dans les années 60, 70 et 80, de l'ordre de 40-50% dans à peu près tous les pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et petit à petit, les pays européens, à partir du début des années 90, ont réduit leur taux d'impôt sur les bénéfices de société. Ils ont réduit vers 35%, puis 30%, puis certains pays, à commencer par le Luxembourg, l'Irlande, sont descendus à 20%, 10%. Certains vont sérieusement vers 0%. Et même quand on sera à 0%, ce ne sera pas fini, parce qu'ensuite, on peut faire des subventions pour faire venir les investissements. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on fait. Et donc, vous en arrivez à un taux d'imposition négatif. Pendant longtemps, les États-Unis en fait, n'ont pas suivi cette évolution. Jusqu'il y a quelques mois, jusqu'à ce que Trump engage le mouvement, mais ça, c'est quelque chose qui va complètement changer la donne, parce que ça veut dire que les pays européens qui s'étaient mis à 15%, 20% en espérant attirer les investissements en Irlande, en Pologne, maintenant ils ont la concurrence des États-Unis, qui est quand même un grand espace économique, donc il va y avoir une tentation de leur remettre une couche pour aller vers 10%, vers 0%. Donc là, on a remis une pièce dans la machine de la course-poursuite vers le bas. Donc, comment voulez-vous que le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud aient une politique fiscale redistributive, progressive, arrivent à imposer les bénéfices des grandes sociétés sur leur territoire, si nous-mêmes, l'Europe, les États-Unis, sommes là à faire de la concurrence sauvage. Arrêtons de penser que voilà, l'Europe est un phare égalitaire pour le monde et regardons en face quand même des limitations très fortes dans ce qu'on a construit collectivement. On est peut-être rentré par certains côtés en Europe au cours des 10-20 dernières années dans un nouveau régime de sacralisation ou de quasi-sacralisation de la concurrence, de la propriété privée comme mode universel de résolution des problèmes. Deux exemples pour illustrer ça, qui en même temps expriment des oppositions très très fortes qu'on a actuellement entre pays européens, entre le nord et le sud d'une part, et entre l'ouest et l'est d'autre part. Sur le nord et le sud, il faut voir que les séquelles quand même de la crise de 2008 sont extrêmement lourdes, parce qu'on a des récits des événements qui sont complètement différents au nord et au sud. C'est-à-dire qu'au nord, on a un discours, un récit de ce qui s'est passé, en particulier avec la Grèce, qui en gros consiste à dire, nous, Allemands, nous, Français, nous avons quand même été extraordinairement généreux, puisque nous avions des taux d'intérêt de 0 ou 1% sur les marchés. La Grèce s'apprêtait à payer un taux d'intérêt de 10%, et très généreusement, nous leur avons prêté de l'argent à 3 ou 4 ou 5%. Sauf qu'évidemment, la lecture qui est faite des événements en Grèce ou au Portugal est complètement différente, parce que la lecture, c'est plutôt, vous vous êtes fait une sacrée marge financière. Ce qui oppose ces deux discours et ces deux visions, c'est finalement, est-ce qu'on considère que le marché est forcément juste, et toute déviation par rapport à ça, ça s'appelle un acte de générosité, ou est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision quand même un peu plus nuancée de ce que les marchés sont capables de faire? De façon générale, les puissances dominantes ont toujours intérêt à naturaliser les inégalités, que ce soit à l'intérieur des pays ou au niveau international. On les naturalise, c'est-à-dire que s'il y a une inégalité, elle vient de raisons naturelles et justes. Deuxième exemple, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Donc on insiste beaucoup dans notre lecture des événements actuellement sur le côté
extraordinairement égoïste des pays d'Europe centrale et orientale. Et en gros, le discours habituel, c'est de dire quand même, on vous a quand même financé des transferts incroyables avec les fonds structurels, vous récupérez 2, 3, parfois 4% de votre PIB en fonds régionaux depuis des années, et vous êtes quand même incroyablement peu reconnaissant, vous vous comportez très mal sur tout un tas de sujets, ce qui n'est pas faux par ailleurs. Mais simplement, la réaction à ce type de discours de l'Est, c'est très souvent de remarquer, oui mais attendez, ça vous a quand même aussi beaucoup bénéficié quand même cette intégration économique avec l'Europe de l'Est. Et un point qu'il faut avoir en tête, c'est que le niveau des salaires en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, par rapport au niveau des salaires des pays un peu plus à l'ouest, fait que les taux de profit réalisés par les investissements étrangers dans son pays sont parfois tout à fait considérables. Et là, on est à peu près sur le même problème de naturalisation des inégalités que sur le taux d'intérêt de la Grèce. C'est-à-dire que cette façon de considérer que par définition, les prix sur le marché, donc par exemple le prix du travail, le salaire, est au niveau juste, au bon niveau, et tout ce qu'on fait comme correction à ça, c'est un acte de générosité des gagnants du système ou des puissances dominantes vis-à-vis de ceux qui sont en dessous, c'est une vision de l'équilibre économique qui en plus témoigne, et là je pense notamment au cas de la dette publique, d'une très grande amnésie historique, parce que l'Europe s'est construite dans les années 50-60 sur beaucoup plus de pragmatisme vis-à-vis de l'idée de marché, vis-à-vis aussi de la propriété privée dans un certain nombre de cas. Une des questions qui va se poser et qui va revenir sans cesse dans les années et dans les décennies qui viennent sera évidemment celle de la dette publique. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui une dette publique qui dépasse 100% du PIB, si on prend l'Europe dans son ensemble, qui a le niveau le plus élevé qu'on a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale, à un moment ou à un autre, la question du rééchelonnement de cette dette se posera d'une façon ou d'une autre. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'il y a déjà eu des crises de la dette publique bien plus graves que ça. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France et l'Allemagne avaient une dette publique qui dépassait 200-250% du PIB. En 1955, il n'y a plus de dette, ni en France ni en Allemagne. On s'est débarrassé de cette dette de différentes façons. Beaucoup d'inflation, ce qui peut avoir des effets négatifs sur des épargnes qui ne sont pas forcément les épargnes les plus élevées, des impôts aussi exceptionnels sur le patrimoine privé. Et puis, il y a eu des annulations de dettes. Je crois qu'à un moment, il faut quand même rappeler la conférence de Londres de 1953, où l'ensemble de la dette extérieure allemande a été annulée, ou plus précisément, elle a été repoussée dans le temps, ce qui est un modèle qui peut tout à fait s'appliquer aujourd'hui pour la Grèce ou pour d'autres pays d'Europe du Sud ou d'autres pays européens d'ailleurs. Je ne dis pas que ça va se repasser exactement de la même façon, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire réelle, c'est comme ça que ça se passe. Et c'était un bon choix. Donc il y a un moment, quand la dette atteint des proportions de ce niveau, il faut mieux accepter sereinement de la repousser pour des temps meilleurs, pour investir dans la croissance, investir dans les jeunes générations, résoudre des problèmes comme des problèmes environnementaux qui sont quand même extrêmement pressants, des problèmes d'infrastructure de transport, des problèmes d'investissement dans la formation. Alors, je veux maintenant en arriver sur la dernière partie. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'Europe de prendre ces problèmes à bras-le-corps? Alors, d'abord, il y a des enjeux historiques, idéologiques. Je pense que le récit qu'on se fait collectivement des événements passés est très important. Mais il y a aussi un enjeu institutionnel. C'est-à-dire, je pense que les institutions européennes actuelles, simplement, ne sont pas faites pour produire de l'égalité, pour résumer. C'est-à-dire, ne sont pas faites pour organiser des politiques de redistribution. Elles ont été établies pour gérer un grand marché, mais elles ne sont pas faites pour organiser de la redistribution. Alors, comment pourrait-on les modifier? Alors, le premier problème, quand on parlait tout à l'heure de la concurrence fiscale, le premier problème, on pourrait dire, bon, c'est la règle de l'unanimité sur les décisions fiscales. Ça, c'est vrai que tant que le Luxembourg peut mettre son veto à tout impôt commun sur les sociétés, on va avoir du mal. Alors, il me semble qu'un meilleur modèle, ce serait au contraire de faire en sorte que les députés nationaux soient en même temps des députés européens. C'est-à-dire que on ne peut pas. Les questions européennes ne sont plus des questions facultatives. Et il faut que les élections nationales soient immédiatement des élections européennes. Et donc, pour cela, la seule solution, c'est que les députés, une partie des députés du Bundestag de l'Assemblée nationale, siègent ensemble dans une véritable assemblée européenne. Cette nouvelle assemblée, pour les pays qu'ils souhaitent, serait composée, donc pour 80% de ses membres, de représentants des parlements nationaux, donc du Bundestag allemand, de l'Assemblée nationale française, en proportion de la population de chaque pays, en proportion des différents groupes politiques,
Et vous auriez aussi 20% qui seraient les membres du Parlement européen, qui donc, eux, sont élus directement sur des listes européennes, indépendamment des élections législatives nationales. Le point très important, c'est de dire on va créer une souveraineté parlementaire européenne qui soit non pas en opposition aux souverainetés parlementaires nationales, mais qui s'appuie sur les souverainetés parlementaires nationales et qui oblige les candidats à la députation nationale d'expliquer ce qu'ils vont faire au niveau européen. On pourrait transférer à cette assemblée la possibilité de voter un impôt commun sur les bénéfices des sociétés, un impôt commun sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, qui sont ceux qui bénéficient le plus de l'intégration économique européenne et qui aujourd'hui sont ceux qui contribuent le moins. Et d'ailleurs, c'est un modèle de coopération entre pays qui peut s'appliquer à d'autres sujets, qui peut s'appliquer au-delà de l'Europe, c'est-à-dire que quand on a par exemple des traités commerciaux entre différentes régions du monde, je pense qu'il y a beaucoup de fois où, au lieu d'inventer des contournements de la démocratie, parfois des contournements de l'appareil de justice avec des cours arbitrales, toutes sortes de processus de ce type, créer la possibilité de réunir des partis des parlements nationaux en leur confiant une souveraineté partagée sur certains sujets donnés, je pense que ça peut être une bonne façon, de façon générale, de bâtir une souveraineté démocratique au-delà de l'État-nation, tout en s'appuyant sur les institutions de l'État-nation et non pas en se mettant en conflit avec elles. Si on refuse de débattre de l'organisation de la démocratie, ceux qui gagneront à tout ça, c'est ceux qui n'ont pas besoin de la démocratie et dont les intérêts sont bien défendus par d'autres processus. Et donc, il faut accepter de débattre de l'organisation de la démocratie. Il y aura d'autres crises à l'avenir. Alors, je ne sais pas si ce sera une crise pareille sur les marchés financiers, une autre crise suite à un autre référendum, j'en ai aucune idée, évidemment. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là. Et donc, je pense qu'il est important, c'est de débattre des différentes possibilités de nouveaux traités qui seront mis à ce moment-là sur la table. Et donc, voilà, il faut avoir ces débats aujourd'hui, non pas parce que ça va se passer la semaine prochaine, etc., mais parce que, à un moment, les choses bougeront, et si les uns et les autres n'ont pas suffisamment préparé ce qu'ils voulaient et se contentent de se plaindre des institutions actuelles, et bien après, il ne faut pas s'étonner que ce qui en sort n'est pas ce qu'on peut souhaiter.